Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, on s'éloigne un petit peu des news et je partage avec vous le reste de mon entretien avec Aurélie Violette. Ses mentors, ses accomplissements et comment ses activités dans Magic ont influencé sa carrière professionnelle. C'est parti pour cet épisode bonus. Au cours de notre conversation, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très intéressant. T'as l'air d'avoir plusieurs mentors qui t'ont pas mal influencé et apporté. Tu nous as parlé d'une personne qui t'a mentoré quand tu étais judge et avant aussi on a parlé d'April King. Est-ce que tu peux nous parler de ces gens-là et ce que ces personnes signifient pour toi? C'est quelque chose qui est assez fort dans la communauté arbitrale. C'est ce côté mentoring. D'ailleurs, quand on passe les différents niveaux d'arbitre, c'est un peu la principale différence entre un niveau 1 et un niveau 2. C'est que le niveau 2 est là pour faire du mentoring. Et c'est un peu à l'époque, j'aimais bien expliquer ça. Je ne sais pas à quel point c'est toujours vrai avec Judge Academy. Moi, j'ai pas pris le virage Judge Academy. Mais en gros, l'arbitrage, tu as un peu trois composantes. Tu as la partie communauté, tu as l'arbitrage pur, donc les règles et les tournois, et tu as le mentoring. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent été très active dans le côté communauté et mentoring. Et moi, même si j'ai arbitré des grands prix, il y a une époque où je traversais la France tout le temps pour aller arbitrer les PTQ, etc. Des trois composantes, c'est celle qui a le plus décru de mon côté pour mettre le focus sur les deux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est venu parce que c'est comme ça que je suis rentrée dans la communauté aussi. Donc, comment je suis venue à Magic? J'étais à Grenoble à l'époque. D'accord. Et à l'époque, il y avait deux arbitres qui sont François Grossi et Sophie Pagès, qui étaient très actifs sur la communauté Rhône-Alpes et qui organisaient des très grosses AP, etc. Et du coup, je suis venue une fois à une avant-première, je ne savais pas encore trop ce que c'était, et c'était assez cool parce que c'était dans un gymnase, il y avait 150 personnes. Quand c'est des choses auxquelles tu n'es pas habitué, tu trouves ça énorme, tu vois. Ouais. Et à l'époque, j'étais très active au niveau de mon école sur beaucoup d'associations. Et je passais en deuxième année, et en deuxième année, tu faisais plus grand-chose, parce que c'était toujours les premières années qui s'occupaient de tout. Du coup, j'avais un peu ce truc, putain, j'ai plein d'énergie, mais je sais pas quoi en faire. Et Sophie et François étaient en galère pour organiser les AP, parce qu'il leur manquait de la main-d'œuvre, etc. Et du coup, je suis venue, je dis, la prochaine fois, je peux aider à installer les chaises, et puis je me suis retrouvée à passer mon niveau d'arbitrage. Donc, et tout de suite, le fait que ce soit avec quelqu'un de très actif, ça a été intéressant parce que Sophie m'a tout de suite mis le bain là-dedans, m'a amené, je crois qu'elle m'a fait passer ma certif un mercredi à un café, et le samedi, je suis partie en Suisse faire une conférence d'arbitre. Wow. Et c'était tout nouveau, j'étais hyper intimidée, alors que c'était une toute petite conférence, genre une vingtaine de personnes dans une boutique, et j'étais toute intimidée. Et puis après, j'ai fait mon premier Grand Prix. Et à l'époque, les Grands Prix, le vendredi, il y avait les conférences d'arbitre le vendredi, en fait. D'accord. Donc, moi, j'avais pas le niveau pour arbitrer sur les Grands Prix, mais je pouvais participer à ces conférences. Et après, je jouais le Grand Prix. Et ça m'a permis de rencontrer un peu la scène internationale de l'arbitrage. Et puis, je me suis mis à faire les conférences. Alors, ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était un GP à Londres. Les policiers dans l'arbitrage changent assez souvent, donc les règles d'arbitrage. Ouais. Et donc, il y a toute une gestion. Ça parle peut-être pas à tous ceux qui jouent beaucoup en ligne, hein, mais quand tu joues en physique, il y a pas mal d'erreurs qu'il faut tenir en compte. Et il y a une erreur qui s'appelait les miss triggers. Donc, en gros, c'est quand il y a une capacité déclenchée qui est oubliée. Et les règles pour gérer ce cas venaient juste de dramatiquement changer. Donc, toute la manière de le sanctionner et de le corriger venait de changer. Sauf que moi, j'avais prévu de faire une conférence sur le sujet. Et une semaine avant, j'ai une arbitre niveau 3 qui me dit Aurélie, il faut que je te le dise, dans 2 jours, on va publier des nouvelles règles, donc il faut que tu refasses toute ta conférence. Et elle devient super importante parce qu'il va falloir que tu briefes tous les arbitres qui vont l'utiliser sur le tournoi le lendemain, quoi. Ah ouais, sympa.
Et moi, je suis là, mais moi, je suis qu'un pauvre niveau 1, tu vois. T'es lancé dans le bain en tout cas. Et en plus, c'est en anglais, donc à l'époque, j'étais pas hyper à l'aise avec le fait de parler dans une langue qui n'est pas la mienne, etc. Donc, ça m'a beaucoup marqué et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de voir tout ce que ça a pu m'apporter d'un point de vue pro et qu'il y ait un peu un équilibre entre les deux. Moi, d'être capable voilà, de travailler dans une équipe internationale, de ne pas avoir peur de ça, d'avoir travaillé dans des équipes d'une vingtaine de personnes, d'avoir fait des projets d'informatique, etc. Tout ça, ça nourrit. Et puis, ce que j'apprends côté pro, je peux aussi m'en servir sur Magic, comme Rémi peut le faire aussi, ou énormément de gens. Ouais. Et c'est hyper agréable, en fait, d'avoir ça. Et tu rencontres des gens qui ont plein de compétences différentes que tu n'aurais pas forcément rencontrées dans le milieu professionnel, Mhm. mais qui au final t'amènent des choses qui te servent aussi bien personnellement que professionnellement. Ah, c'est beau. Ouais, Ouais, c'est très beau. et Mais on a souvent ce côté nostalgique quand on discute entre arbitres. Est-ce qu'on serait la même personne si on n'avait pas fait ça? ouais. Ouais, enfin, il y a ce côté associatif de t'impliquer vraiment dans quelque chose de si prenant, et le côté communautaire, j'imagine. C'est rigolo parce que, enfin, je reviens encore à Rémi Fortier, mais on avait parlé, après avoir parlé d'MTG Data, on avait parlé de l'influence que sa carrière de Magic Pro avait eue sur sa carrière dans le travail. Et toi aussi, ça a une influence énorme, Mm. le Magic, sur ta carrière pro, mais pas par la compétitivité, en fait. Non, ben, typiquement, je me suis retrouvée assez jeune à occuper des postes de leadership. Ouais, Et je pense que sans mon expérience Magic, j'aurais pas pu. J'ai été capitaine Île-de-France, la toute première année où ça a été créé. Donc en gros, à l'époque, il y avait des coordinateurs régionaux nommés par Wizard. Et d'accord. donc le coordinateur régional, sa région, c'était la France. La France, c'est très grand et il y a énormément de disparités au niveau du jeu. Tu vois, quand tu compares Paris, la région Rhône-Alpes ou la Normandie ou Strasbourg, il n'y a pas la même activité, il n'y a pas le même nombre de boutiques, il n'y a pas le même nombre d'arbitres certifiés. Et du coup, il y avait eu cette idée de découper en plus petites zones avec des relais locaux Mhm. euh, du coordinateur régional. Et bah, j'avais hérité de la zone Île-de-France, assez dense. Et ça m'avait, enfin voilà, pendant un an, bah, c'était comme si j'avais managé 60 personnes, quoi. Donc c'était hyper instructif. Mhm. Et d'être capable de mettre ça, d'avoir ce recul et de dire, bah voilà, j'ai 25 ans, mais j'en ai plus 30 maintenant, mais à l'époque, j'ai 25 ans, mais techniquement, je tiens la route et en plus, le management, ça me fait pas peur. Ça m'a permis qu'on me fasse confiance pour des postes que potentiellement, j'aurais pas pu avoir Ouais. si j'avais eu que mon expérience professionnelle. Parce que si jeune, finalement, tu as eu une expérience professionnalisante assez énorme. C'est ça. Pour ceux et celles qui sont intéressés d'ailleurs par cette partie de ta carrière de judge, il y a un article sur blog.magicjudge.org où tu parles de ce rôle, c'est assez intéressant. Mais ouais, ça aide. Et puis, l'année dernière, par exemple, j'ai été contactée au tout dernier moment pour faire une conférence technique donc dans mon milieu professionnel Mhm. sur une très grosse conférence pro. Et je pense que j'aurais pas osé y aller si j'avais pas déjà eu l'expérience de le faire à plus petite échelle avec Magic. Bien sûr. Et c'est un truc dont je parle très facilement en entretien aussi. C'est sur mon CV en fait. Bah, bien sûr. Pourquoi ne pas mettre en avant quelque chose où tu as consacré tant de temps et qui t'a tant apporté? Ben, il y a des gens qui n'osent pas, ce qui me rend un peu triste parce que t'as certains milieux où cette étiquette geek euh, peut être vue comme quelque chose de négatif. Je connais des très gros joueurs pro, Mhm. je ne citerai pas de nom, mais qui ne veulent pas que ça se sache qu'ils font ça dans leur milieu professionnel, alors que c'est des joueurs, de très bons joueurs. Et est-ce que tu sais c'est quel domaine le milieu professionnel de ces gens-là? C'est des gens plus côté commercial ou D'accord, enfin intéressant ça. sur du conseil ou ce genre de choses. Je sais que tout le monde n'ose pas, ou il y a des gens qui dévalorisent beaucoup l'impact réel que ça peut avoir. C'est-à-dire, non, mais c'est pas si important que ça, ou c'est pas. Et je pense qu'ils réalisent pas. Mhm. Et puis, il faut savoir aussi que le milieu professionnel a beaucoup changé sur justement toute cette image de loisir un peu Oui,
tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société, c'est des choses qui se sont beaucoup démocratisées. Et typiquement, de nos jours, si tu fais passer un entretien et que tu dis, ben, je suis chef de guilde sur World of Warcraft et je lance des raids toutes les semaines, c'est une expérience positive que tu vas mettre en avant, là où tu n'aurais même pas osé le mettre sur un CV il y a quelques années. Bien sûr. Ouais. Parce que professionnellement, les gens commencent à capter que c'est énormément de boulot, en fait, derrière. Et une autre personne dont on a parlé tout à l'heure, on en a parlé plusieurs fois sur ce podcast pour parler de ses hot takes ou de son point de vue, surtout sur le cube. C'est Cube, c'est Cube April sur Twitter, mais dans la vraie vie, elle a un vrai nom, c'est April King. Tu disais que toi, c'est quelqu'un qui t'a influencé professionnellement, que tu as rencontré par ton côté. Alors, pour le coup, c'est quelqu'un. Alors, je suis pas du tout la target, je suis pas du tout la cible de l'aspect communauté qu'elle a sur Magic. D'accord. Je suis pas du tout une joueuse cube. Je suis très sur l'aspect compétitif du jeu. Mhm. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est quelque chose. Enfin, c'est quelqu'un que je suis parce que j'apprécie plus sa personnalité que son contenu. Et par contre, côté pro, en fait, bah, c'est quelqu'un qui a un très très bon niveau technique, hein, qui a occupé des postes importants dans des grosses sociétés. Et j'ai trouvé ça très drôle, en fait, d'arriver à une conférence professionnelle et d'avoir un peu l'overlap qui m'arrive dessus. Ouais. Et il y avait ce côté très, très fan de oh, je suis capable de croiser quelqu'un dont j'admire. Pour le coup, avec April, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Scryfall. Ouais. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que je pense qu'il répond à un besoin de manière extrêmement bien faite. Leur outil, il est juste parfait, en fait. Enfin, d'un point de vue utilisateur lambda, il y a énormément de gens, leur premier réflexe quand ils cherchent des cartes, c'est d'aller sur Scryfall. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le gazereur officiel, c'est pas l'outil le plus merveilleux du monde Exactement. pour ça. Ils font un travail sur la donnée que moi j'apprécie énormément en tant que développeuse, parce que j'en ai besoin, moi, d'avoir de la donnée propre. Et ils font beaucoup de travail pour normaliser la donnée et faire en sorte que beaucoup de choses soient simples. Parce qu'en fait, à chaque fois que ça sort, il y a des cas particuliers, hein. Tu prends les cartes double face. À chaque fois, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Et ta carte, en fait, elle a plusieurs côtés. Et puis, elle n'a pas les mêmes types parce que si c'est une split carte ou si c'est une carte modale ou si c'est un machin, en fait, elle a pas elle a les types des deux faces ou d'une seule ou deux machins. Et ils font énormément de travail là-dessus. Et ils ont techniquement des outils derrière qui sont extrêmement forts. Ils ont la chance d'avoir un... C'est des trucs que j'ai appris d'ailleurs en discutant avec elle, qu'ils ont la chance d'avoir un database administrator, quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion d'une base de données, qui est quelqu'un qui est très très bon, qui fait que le moteur de recherche est assez puissant et rapide. Et ils ont tout ça, ils ont une documentation formidable. Enfin, c'est un vrai bonheur de travailler avec en tant que développeur. Ouais. Tout est documenté, c'est hyper simple à trouver. Je sais où je peux aller chercher ma donnée, quelle forme elle a, quelles sont toutes les valeurs possibles. Et moi, derrière, ça me permet de construire mes outils très facilement. Mon tableau de tricks, par exemple, il est entièrement basé sur Scryfall. Ce qui se passe, c'est que j'ai un script en début de tournoi qui vient récupérer les infos que Scryfall a gentiment mis à disposition en formatant la donnée, en récupérant le gazereur et en la normalisant. Et moi, derrière, je peux la passer à la moulinette parce que eux ont fait ce travail de correction de données. Ouais. Et Scryfall, c'est un exemple, je pense, d'un outil qui marche super bien, enfin qui est mieux que Gazora, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a aussi un autre outil qui n'avait pas trop d'équivalent, mais qui marche super bien, c'est Spelltable, qui permet de jouer en ligne, qui marche bien dans la communauté de DH, et il me semble qu'il a été racheté, ou du moins prise sous leur aile par Wizard il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu penses que c'est envisageable, un rachat par Wizard de Scryfall ou de MTG Data ? Sur Scryfall,
Je veux pas dire de bêtises, mais politiquement, ça a été compliqué. Je sais qu'il y a une époque où les employés de Wizard utilisaient Scryfall parce que Mhm. c'était mieux que le gazereur. Et ils s'étaient fait un peu tirer par les oreilles parce que même au niveau des images, en fait, Scryfall repose beaucoup sur la participation de la communauté pour avoir des scans de très bonne qualité des images et dans différentes langues, etc. Mhm. Ce qui n'est pas forcément le cas sur le gazereur. Les images sur le gazereur, par exemple, d'un point de vue dev, sont très lourdes, alors que eux proposent différentes qualités d'images avec différents crops, avec plein de formats différents. Ce qui est utile quand tu construis des outils par-dessus. Et tout ça, ça repose sur de participation communautaire. Et Wizard n'avait pas aimé qu'on n'utilise pas l'outil officiel. Alors je pense que c'est pour des raisons politiques ou judiciaires, enfin légales plutôt, je ne sais pas. Mais je sais qu'à une époque, ça avait été tendu, que Scryfall a toujours fait très attention à faire des choses qui sont légales, Mhm. parce que le contenu c'est quand même la propriété de Wizard of the Coast, toutes les images, etc. Donc ils font très attention. Il y a une policy spéciale qui, en gros, autorise du fan content en fait. Et Scryfall rentre dans cette définition. Mais par exemple, ils n'ont jamais proposé d'outils pour imprimer des proxy de deck parce qu'ils savent que c'est la limite à pas franchir. Ouais, euh, pour ne pas rentrer dans la zone rouge en fait. d'accord. Donc c'est plus des outils qui sont tolérés par Wizard parce qu'ils comprennent que c'est utile. Je ne pense pas, et juste pour des raisons légales, qu'il y aurait un éventuel rachat. C'était le cas, peut-être que les choses changent. Je suis moins un peu toute la politique actuellement. C'est possible que ça change parce que la politique de Wizard sur le sujet change. Mais je me souviens qu'à l'époque, D'accord, c'était pas quelque chose que j'aurais envisagé. compréhensible. Et pour MTG Data, prête à devenir millionnaire après le rachat par Hasbro? Non, je pense que c'est pas le but. Je pense qu'on fait ça parce qu'on est passionné par le jeu. Si à la fin c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent, tant mieux. Enfin, moi personnellement, c'est pas mon but ultime parce que j'ai la chance de déjà très bien gagner ma vie. Je pense que tu as plus ce côté gloire d'avoir participé à une communauté que tu apprécies. Ouais, Mhm. c'est un peu ce côté, je peux pas être connue dans la communauté parce que je fais des grosses perfs. Il y a des gens qui sont connus pour leur. Tu parlais d'April tout à l'heure, pour ce qu'elles amènent à la communauté par un tout autre biais. Tout comme tu as des streamers qui sont connus pour faire des contenus qui parlent à d'autres personnes que juste j'ai fait une perf sur un Pro Tour. Et pour moi, c'est une manière de rendre à la communauté ce qu'elle a pu te donner, quoi. C'est ce côté, je suis fière parce que je fournis quelque chose qui nourrit une de mes passions, en fait. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais C'est vraiment très louable et très beau. Je propose de conclure là-dessus. C'était super intéressant. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces infos, pour toutes ces histoires. J'ai beaucoup apprécié. tant mieux. Tu pourras revenir un jour pour parler de l'un de ces nombreux sujets. Avec plaisir. Merci encore et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.